je vais passer tout de suite la parole du coup à Jean-Marc Tadier qui va nous parler de la noyade. Bonjour Jean-Marc, j'espère que tu nous Salut. entends. Ouais, Antoine, tu m'entends? Bonjour à tous, bonjour Patrick, bonjour Damien, bonjour aux internes, hein. J'espère que tout le monde va bien. Donc, il suffit juste de partager l'écran, je suppose. Partage ton écran. Et donc, hop, hein, et, On voit ton et diaporama. Éventuellement, tu le mets. si je fais ça, et donc là, c'est bon, normalement. Là, vous voyez le diapo en grand, hein. C'est parfait, parfait. Ça va? Très bien, bah écoutez, c'est parti. Merci infiniment de m'avoir demandé pour la deuxième année de vous faire un topo sur les noyades. Donc, je suis Jean-Marc Tadier, je me présenterai après. J'ai aucun conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation, ni tout court, en tout cas sur les 3 dernières années. Ça va changer, peut-être en avoir quelques-uns bientôt, mais pour le moment, j'en ai vraiment aucun. Et donc, la question, enfin, j'avais fait ça l'année dernière déjà pour, en fait, se demander, mais pourquoi Jean-Marc Tadier, pourquoi un topo sur les noyades? Alors, la première raison, c'est que je suis enseignant, donc dans la spécialité, ça c'est certain. Deuxième, c'est que j'ai bougé en Bretagne, donc je me suis rapproché de la mer il y a un peu plus de 10 ans, et donc c'est peut-être pour ça aussi. Et puis, j'avais commencé moi quand j'étais chef de clinique à Paris là-dessus à m'intéresser sur les noyers, mais cette fois-ci, ils se noyaient plutôt dans la Seine. Et un de mes chefs de clinique est devenu PH, quelqu'un de grand talent qui s'appelle Florian Résine, qui est parti de toute façon naturelle à Vannes, s'est intéressé aux noyers dans la région Bretagne. Et donc on a fait un puis un second papier là-dessus. Donc c'est peut-être pour ça. Donc on a réévalué un petit peu tout ça en 2021. Donc on va parler de la noyade. Alors d'abord la noyade, une définition. Donc il faut avoir des définitions standardisées. Donc la noyade, c'est quoi? Donc, je vais vous laisser tout ça en anglais. Et autre chose, donc Christophe Guiton, qui était responsable de l'enseignement, qui l'est toujours probablement, mais qui ne peut pas être avec nous, avait transféré les principaux papiers, les principaux articles, hein, que je vais citer. Donc sur demande, vous aurez tous les PDF des articles de dont cette revue de la littérature du New England, où il y a les définitions. Donc en fait, dans la noyade, il y a deux types, hein. C'est soit une submersion, c'est-à-dire que les voies aériennes du patient sont bien en dessous de la surface du liquide et donc il y a une inhalation. Et l'immersion, en fait, c'est vous avez vraiment un splash, une grande quantité d'eau qui vous arrive dans la face. C'est deux mécanismes différents. C'est de la physiopathologie, ça changera pas grand-chose pour vous en pratique clinique, quoique, mais voilà. Si la personne est donc secourue, le processus de noyade est interrompu et donc excusez-moi, je coupais le son de mon autre ordinateur. Donc, le processus de noyade est interrompu et on parle de noyade de non-fatal drowning. Si jamais vous avez quelqu'un qui décède du processus de noyade, alors c'est le fatal drowning. Il y a des facteurs de risque de noyade et vous allez les voir. Donc, il y a rien de très particulier dans la noyade. Il y a juste euh, quelques choses, quelques petites particularités qui sont très intéressantes, mais dans la prise en charge globale, vous verrez, c'est pas la révolution. C'est quelque chose de circonstanciel, en fait, la noyade comme pathologie. D'abord, dans les facteurs de risque, quand vous arrivez à les définir, vous avez le sexe, hein, donc qui est sexe masculin. Il y a l'âge moins de 14 ans, et toutes les conduites à risque. L'usage excessif d'alcool, les facteurs socio-économiques, ce qui va avec, c'est le niveau d'éducation. Le fait d'habiter dans une zone rurale, ça va avec aussi. Le fait d'être bien évidemment exposé à de l'eau, hein. Quelqu'un qui habite dans un endroit où il y a ni lac ni mer a peu de chances de se noyer quand même, comparé à quelqu'un qui habite au bord d'un étang ou au bord de la mer. Et puis vous avez toutes les attitudes à risque. Et pour ce qui est de la pathologie pédiatrique, bien évidemment, il y a l'absence de surveillance. On estime que 90% des noyades peuvent être prévenus. Donc la noyade, mis à part que c'est une pathologie circonstancielle et que ça peut être prévenu, c'est de l'inhalation d'eau avec du sel. Et en fait, on se rend compte dans des modèles expérimentaux que l'inhalation d'eau avec du sel, ça entraîne des lésions pulmonaires. Donc si vous avez quelqu'un qui se noie, vous avez bien évidemment des mécanismes physiologiques d'adaptation, hein, de la tachycardie. Puis si ça continue, les phénomènes de bradycardie, hein, qui sont plus liés à l'hypoxémie et donc qui va confiner à de l'arrêt cardiaque. En revanche, si vous avez quelqu'un que vous sortez de l'eau qui n'a aucune modification hémodynamique liée à l'hypoxémie, en fait, le tableau est prédominé par la quantité d'eau qui a été inhalée et donc le tableau respiratoire.
L'aspiration d'eau de mer, eh ben, ça va vous entraîner, comme je vous le disais, des lésions pulmonaires et sur certains modèles d'animaux, dont vous aurez bien évidemment le papier si ça vous intéresse. Vous vous rendez compte que plus vous en inhalez, plus c'est grave et surtout il y a un delta en fait de survenue des lésions pulmonaires. C'est-à-dire que quelqu'un qui a inhalé de grandes quantités d'eau de mer, qui a une vraie détresse respiratoire et qui passe assez vite, il faut quand même le garder en surveillance relativement longtemps pour être sûr que, ça n'évolue pas vers un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë un peu plus retardé avec de vraies lésions pulmonaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est relativement intéressante, c'est quand vous êtes immergé dans de l'eau et ben, petit à petit, vous allez avoir une hypothermie qui va se développer et donc cette hypothermie-là va avoir des conséquences. Elle va avoir des conséquences hémodynamiques, on va le revoir juste après, mais aussi sur l'outcome des patients, effectivement, si vous avez un arrêt cardiaque et les lésions cérébrales qui vont avec, le fait d'être complètement hypotherme fera peut-être et Patrick en parlait auparavant, prolonger la réanimation. Certaines équipes qui sont spécialisées là-dedans à mettre des patients sous assistance en attendant que la température remonte, histoire de voir un petit peu s'il y a quelque chose à récupérer. Et l'autre chose, ça va être un facteur un peu protecteur pour le cerveau et donc c'est quelque chose, qui pourrait être relativement intéressant et pour vous, mais surtout pour le malade. Vous entendrez parler, si vous vous intéressez à la noyade, de recommandations et d'une classification dite de Ulstein, le même de Ulstein Style. En fait, le Ulstein, c'est une abbaye, qui est en Norvège où se sont rencontrés des spécialistes de la noyade. Ce qui est très important pour eux, quand ils font des études là-dessus, des études épidémiologiques ou même des études, sur le pronostic ou la prise en charge, il y a les circonstances. Où est-ce que ça se passe et comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des syncopes? Est-ce qu'il y a des convulsions, par exemple? On peut se noyer, un patient qui est épileptique peut faire une crise d'épilepsie et se noyer. Au même titre, on peut se noyer, puis au moment de la réanimation après, comme le disait Patrick, il peut y avoir des convulsions. Il peut y avoir des circonstances liées à la prise de drogue, d'alcool, ça on le verra après, ça a un vrai impact sur le pronostic. Il faut être sûr que finalement le patient est dans le coma et que dans le coma, c'est lié finalement à la noyade. Il peut y avoir un arrêt cardiaque et puis finalement vous allez vous intéresser au rythme respiratoire de vos patients et tout ça, c'est des recommandations au moment où vous attrapez ou vous réanimer, mais c'est plus du préhospitalier, votre noyé. En réanimation, ce qui est très intéressant, en réanimation, il faudra faire attention à plusieurs choses. Un, c'est le pronostic neurologique des noyés. 2, la prise en charge respiratoire qui précède l'évaluation neurologique de votre noyé. Et puis ensuite, il y a 2 particularités qui ne sont pas vraiment des particularités. C'est après une réanimation d'arrêt cardiaque lié à une noyade, vous avez bien évidemment la prise en charge de toutes les dysfonctions d'organes associées, absolument rien de spécifique. En revanche, vous pouvez avoir un sepsis qui se développe parce que vous avez des patients qui sont normaux ou hypothermes à l'arrivée, plutôt hypothermes, et ensuite ils vont devenir fébriles. Alors c'est soit l'inhalation d'eau, et une infection pulmonaire qui est liée à ça, avec de l'eau qui était, avec des bactéries qui sont présentes dans l'eau et il y a une population bactérienne assez particulière, on le reverra après. Mais bien évidemment, comme ce sont des patients graves intubés, ventilés avec d'autres, mesures qui sont des mesures invasives et autant de portes d'entrée pour des infections nosocomiales. Donc vous pouvez avoir un authentique sepsis lié à ça. Je vous l'ai dit, c'est très circonstanciel, à tel point que quand vous regardez, que vous vous intéressez par exemple à la pathologie ou à la noyade, vous avez une quand même une quantité bien plus importante de publications en pédiatrie que, pour la population adulte. À tel titre que vous avez beaucoup de publications aussi de santé publique sur les façons de prévenir et là, par exemple, c'est le registre, par exemple, des admissions et des causes d'admission d'un service d'urgence pédiatrique en Floride et vous vous rendez compte que c'est une pathologie circonstancielle. L'été, par exemple, à l'arrivée des beaux jours, vous avez beaucoup plus de noyades que l'hiver, par exemple, avec un fond de traumatisme classique chez les enfants, mais se surajoutent des noyades. Et donc les noyades, c'est essentiellement quand même une population pédiatrique. On n'en parlera pas ici. Mais aussi, ça ne touche pas que les enfants. Il y en a des qui sont intéressés à voir, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, par exemple, on dit que c'est une pathologie de l'enfant qui est très particulière, une pathologie de l'adulte, c'est plus une conduite suicidaire. Alors que se passe-t-il, par exemple, si on s'intéresse à la population très âgée? Donc, c'est une population qui est d'âge qui est supérieure à 65 ans, et vous vous rendez compte qu'il y a des caractéristiques comparées à une population, en tout cas d'âge adulte plus jeune. Les caractéristiques, c'est qu'il y a quand même pas mal de suicides, comme vous pouvez le voir. Et donc, on s'éloigne quand même quand on regarde en bas à gauche, lorsque vous regardez l'endroit, the place of drowning, si vous regardez l'endroit où il y a eu la noyade, on est loin quand même de l'accident en pédiatrie où c'est généralement dans la piscine, là où le bain,
On est plus, par exemple, sur des patients qui veulent se suicider et donc qui sautent d'un pont ou qui vont, sauter dans un lac ou une rivière. Voilà. Il y a toute la prise en charge aussi toxicologique qui est très particulière. C'est-à-dire qu'un noyé, soit il se noie parce qu'il a trop bu, soit alors il se noie et parce qu'il a pris des toxiques et qu'il va en finir ou alors c'est accidentel. En tout cas, c'est des choses qui sont particulières. Donc, première chose, la pédiatrie, c'est très accidentel. C'est vraiment on peut le prévenir, mais c'est quelque chose de particulier. La chose importante, à partir du moment où vous avez un noyé, vous vous intéressez à son état de conscience, c'est une des premières choses. Donc soit il est parfaitement conscient et alors c'est une prise en charge finalement comme une détresse respiratoire aiguë standard, comme vous savez le faire. C'est-à-dire le patient est conscient, vous évaluez la détresse respiratoire aiguë, puis vous voyez. En revanche, à l'autre bout de l'échelle, si vous arrivez à le grader parce qu'il y a un grading qui, est inspiré de publications de Spillman, qui est un des pontes comme ça de la noyade, quelqu'un qui s'est intéressé à ça. Soit il est capable de répondre à vos questions, soit alors il est complètement dans le coma. Mais encore une fois, c'est de la médecine d'urgence ou du préhospitalier. Ce ne sont pas des choses qui nous intéressent, qu'on rencontre le plus en réanimation, sauf si vous faites un exercice mixte de préhospitalier et de réanimation. Donc ça, c'est l'état de conscience. Autre particularité dans la noyade, c'est la température. Alors, il faut s'intéresser à la température dans laquelle, les personnes se sont noyées. Là encore, c'est dans du préhospitalier ou du secourisme aux victimes. Vous avez et vous aurez la publication, en fait, une revue de la littérature là-dessus. C'est pas pour rien que ça a été publié dans un journal qui s'appelle Military Medicine, où il y a toutes les données de la littérature qui permettent donc, d'élaborer ce joli tableau. C'est-à-dire que si vous êtes perdu, disparu dans d'une eau, qui est à plus de 27 degrés, en fait, on pense que vous pouvez rester indéfiniment. Donc la température ne doit pas être un facteur qui fasse, arrêter, les secours immédiatement. En revanche, à l'autre bout, si vous êtes tombé dans une eau qui est gelée, qui est inférieure à 0, généralement, vous tenez 15 minutes. À partir du moment où vous avez été récupéré de la noyade, vous avez une température corporelle qui va être, de toute façon, facile à définir et vous aurez toutes les complications qui sont liées à l'hypothermie, les complications hémodynamiques, bradycardie. Là, je vous ai mis, vous avez un ECG qui est typique avec l'onde d'Osborne qui apparaît au sein de la bradycardie au cours des hypothermies. C'est un autre cours, l'hypothermie, mais bien évidemment, c'est un réchauffement qui est progressif pour éviter d'avoir des complications hémodynamiques surajoutées. Donc, en plus de ça, vous avez donc quelqu'un, c'est un arrêt cardiaque assez hypotherme. Plein de sociétés savantes sont intéressées à la prise en charge de ces arrêts cardiaques. J'ai fait exprès de le rendre complètement illisible pour vous dire que c'est trop compliqué. En revanche, vous avez quand même 2 traits comme ça, 2 traits qui sont un peu plus épais. Le deuxième qui est le plus bas, en fait, c'est après. C'est le further management qui nous concerne, nous, en réanimation. Et la prise en charge d'un noyé, n'a pas fait d'arrêt cardiaque, c'est extrêmement simple, vous le verrez. Qui a fait un arrêt cardiaque, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a le pronostic neurologique et hémodynamique, mais sans particularité. Mais en fait, c'est des prises en charge qui ne sont pas spécifiques. Quand on regarde les facteurs de risque ou les facteurs qui sont liés à la survie en cas de noyade, vous avez les choses qui sont très classiques et qui sont vraiment superposables, je dirais, à, aux facteurs de bon pronostic de l'arrêt cardiaque. L'âge, la submersion time, c'est-à-dire que plus vous êtes resté dans l'eau, plus ça va être long, plus vous allez être hypotherme, plus vous allez inhaler, ça c'est sûr. La température, ça c'est sûr. Le Glasgow, la réactivité pupillaire et puis les scores de gravité standard. Donc il n'y a rien de particulier là-dedans. À tel point que quand vous lisez, par exemple, une très très belle revue de la littérature qui a été publiée dans Critical Care en 2021, vous aurez le manuscrit bien évidemment. Ils se sont posé la question, voilà, sur le traitement spécifique des lésions pulmonaires liées à la noyade. On discute l'ECMO, qu'elle soit véno-veineuse ou véno-artérielle dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque pour ce qui est de la véno-artérielle. Il n'y a rien de spécifique. La ventilation mécanique, la ventilation non invasive, l'apport de l'optiflow, enfin de l'oxygénothérapie à haut débit, excusez-moi, il n'y a rien de spécifique. Clairement, il faut appliquer ce que vous appliquez habituellement dans vos services, sur les indications formelles à l'intubation et à la ventilation invasive. Si vous êtes dans un service qui utilise beaucoup l'oxygénothérapie à haut débit, vous faites de l'oxygénothérapie à haut débit si vous voulez, en respectant bien évidemment les contre-indications. Ce qui est plus rigolo, c'est les antibiotiques. Faut-il apporter une antibiothérapie prophylactique? On va en parler. Je ne sais pas si on peut d'ailleurs la qualifier de prophylactique. Les corticoïdes et les diurétiques. Les corticoïdes et les diurétiques ont été tentés. Vous verrez dans cette revue, si vous la lisez, il n'y a absolument aucune donnée pour
vous dire qu'il est nécessaire ou utile pour le patient d'utiliser les corticoïdes. Ça, c'est la première chose, ça c'est sûr que non. Et les diurétiques, en fait, certains en ont tenté parce qu'ils disent que c'est beaucoup d'eau et beaucoup de sel ou beaucoup d'eau, comme vous voulez. Et donc, il y a quelques données de médecine préhospitalière qui diraient, bah, écoutez, ça a fait du bien et tout ça. Impossible de savoir si c'est l'effet des diurétiques ou si c'est l'effet, finalement, un peu de temps d'un patient qui retrouve son état et des paramètres cliniques qui sont normaux. Donc, pour le moment, pas de diurétiques, pas de corticoïdes. Pour ce qui est de la ventilation et de l'oxygénothérapie, vous faites comme d'habitude et l'ECMO, c'est pareil. À tel point que je vous ai mis donc les recommandations, hein, par exemple de la prise en charge du SDRA publié dans l'Intensive Care en 2023, c'est exactement la même chose. À partir du moment où ils sont intubés, ventilés et qu'ils ont des critères de SDRA, il faut faire comme pour un SDRA standard. Antoine, je pense, confirmera. Et donc, l'utilisation de curare, nous, on fait comme les gens d'Accurasis, hein. On utilise le rapport PO2 sur FiO2 inférieur à 150 et on curarise nos patients. On fait du DV pareil, et puis on fait de l'ECMO en suivant scrupuleusement les critères d'éolien, avec de la ventilation protectrice initialement, bien évidemment. Donc rien de spécifique. La petite spécificité, si vous noyez dans de l'eau de mer versus de l'eau douce, ce serait la natrémie. À gauche, des études animales qui vous montrent un petit peu les effets hémodynamiques que peuvent avoir l'inhalation d'eau avec beaucoup de sel dans les modèles murins. Bon, vous avez des augmentations de pression, mais qui sont transitoires. Il n'y a pas de prise en charge hémodynamique particulière à avoir plein d'eau et plein de sel. En revanche, je vous ai mis le papier qui va avec, qui est quelque chose de très rigolo à lire. Alors, c'est des publications qu'on n'a pas l'habitude de lire, hein. C'est le West Journal of Medicine ou je ne sais pas quoi. Grosso modo, c'est l'histoire d'un pauvre pêcheur qui s'était fait attraper par l'ouragan Marilyn et qui a été sauvé après quasiment 24 heures dans l'eau. Donc, avec du splash dans la figure qui faisait qu'il inhalait beaucoup d'eau et de sel. Et donc, il y a tout son bilan biologique qui était arrivé. Et vous avez un patient qui arrive avec 175 de natrémie et avec une prise en charge symptomatique. Tout ça rentre dans l'ordre au bout de 72 heures. Donc, le fait d'inhaler en grande quantité de l'eau de mer, qui est franchement très salée, en tout cas beaucoup plus salée que le sérum physiologique, si je puis dire, bah, vous retrouvez avec généralement une hypernatrémie avec une hyperchlorémie et l'acidose qui va avec. Et donc tout ça rentre dans l'ordre. Si vous regardez finalement des beaux papiers, parce que c'est l'équipe aussi de Nice qui s'était beaucoup intéressée à la noyade. Si vous regardez des études comme ça qui sont faites, si vous comparez la noyade en eau douce et en eau de mer, finalement, à part quelques données biologiques qui sont différentes, vous n'avez pas grand-chose de différent en fait sur la prise en charge des malades. Une chose qui est vraiment différente, et ça on va le voir sur les études que je vais vous montrer après, c'est que c'est pas la même population qui va se noyer dans de l'eau douce si on compare à la population qui va se noyer dans l'eau de mer. L'eau de mer, donc ça apporte, vous allez voir, un petit peu de modification biologique, mais qui n'ont pas d'impact sur les patients. En revanche, ce qui est très intéressant à voir, c'est que ce qui fait, je trouve, moi, le pronostic de la noyade, c'est la présence d'un arrêt cardiaque ou pas d'un arrêt cardiaque. Là, c'est une étude qui a été publiée dans l'European Journal of Emergency Medicine. Un groupe, c'est assez simple, hein. Vous avez des noyés, il y a 90 patients, enfin 14, 44 et 30. Ils ont regardé ceux qui avaient que de l'oxygène, ceux qui avaient été traités pour de la ventilation invasive et ceux qui avaient été traités par de la ventilation mécanique. C'est intéressant, c'est que finalement, ils ont scrupuleusement respecté, je pense, que leur protocole qui était en place. Et c'est pas très surprenant, les malades qui avaient de la ventilation invasive étaient plus graves que les patients qui avaient de l'oxygène. Pas ça. Le seul vrai message, je trouve, moi, de ce papier-là, c'est quand vous regardez, vous avez une population qui a une noyade, qui a un acute respiratory failure following drowning. Ce qui veut dire, grosso modo, c'est de la noyade avec une insuffisance respiratoire aiguë. Mais ils ont exclu la population qui avait fait un arrêt cardiaque. Ils les ont enlevés. C'est-à-dire que des patients se noient, sont récupérés par les secours, mais n'ont pas fait d'arrêt cardiaque. Et vous retrouvez finalement avec une population, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous arrivez normalement, il peut arriver par moment que ça se passe pas bien, et c'est normal que ça se passe pas bien parce que parfois des malades sont très graves. Mais si vous ne faites pas d'arrêt cardiaque, généralement, eh ben, vous allez en réanimation, mais la mortalité est proche de zéro. C'est très, très, très important, ça, je pense. C'est quand on regarde ça, finalement, vous vous retrouvez qu'avec une population 14, 44, 30, qui est exactement la même population que la population initiale qui était décrite. C'est que voilà, la prise en charge respiratoire de ces noyés n'est pas compliquée normalement, et ce qui fait le pronostic vraiment de la noyade, c'est la présence ou pas d'un arrêt cardiaque. Alors, autre particularité pour la noyade, c'est est-ce qu'il faut mettre des antibiotiques ou pas d'antibiotiques? Alors ça, c'est intéressant. Je crois, moi,
un de mon expérience et 2 des données de la littérature, même si je suis pas un un acharné de la prescription d'antibiotiques, hein. Je crois que c'est important de limiter la prescription des antibiotiques. En revanche, faut pas, jouer aux gens qui ont envie vraiment de faire de l'épargne d'antibiotiques. Je pense que le noyer, par exemple, est une population trop particulière. La pnéopathie, généralement mal diagnostiquée ou trop difficile à diagnostiquer chez les patients qui font une noyade. Vous retrouvez là, je vous ai mis une radio d'un de nos patients, une radio qui est pas interprétable, une température qui est pas interprétable et quand vous regardez les modifications biologiques de la noyade, vous avez bien évidemment une démargination de leucocytes, vous avez des blancs, vous avez tous les facteurs d'inflammation qui sont là et tout, donc vous avez un tableau finalement d'inflammation, avec une radio de thorax comme ça, une température pas interprétable. Nous, honnêtement, on les traite tous de façon, alors on pourrait dire prophylactique si vous voulez. On les traite s'ils sont intubés, ventilés, on les prélève et on attend les résultats des cultures. Mais voilà, donc on met des antibiotiques et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut faire très attention à, l'endroit où, ça a lieu. Là, quand vous regardez, bah, vous avez quand même des germes qui sont très particuliers. Vous avez tout ce qui est, une bactérie qui s'appelle Aeromonas, hein, et l'Aeromonas, en fait, hein, a une particularité, hein, d'être, par exemple, résistant complètement à l'augmentin. Donc si vous mettez de l'augmentin sur votre homéopathie, communautaire, hein, généralement, bah, vaut mieux pas faire déjà et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met au moins une céphalosporine de 3e génération aux patients qui présentent une noyade, sauf des patients qui ont de l'eau croupie, vraiment parce que par moment, vous pouvez retrouver avec, d'authentiques, inhalations et des pnéumopathies chez les noyés à Pseudomonas. Donc nous, ça dépend de l'endroit, hein. Si c'est de l'eau de mer, on met ça, une C3G. En revanche, si c'est, on a une rivière qui coule, à Rennes qui s'appelle la Vilaine et je pense que c'est pas pour, et c'est pas pour rien et je sais pas parce que ce sont des vilains qui se jettent dedans, mais vraiment un aspect, franchement croupi et donc nous on met, de la tazocine. Ça fait, heu, ça fait un peu, bazooka, mais on s'en porte pas plus mal. Et là, ce que vous regardez là, c'est une première étude que j'avais pu faire moi, c'est, quand j'étais encore à Paris, c'est qu'on avait fait, on avait des patients, en fait, on avait des noyés qui arrivaient. Les noyés, soit ils faisaient un arrêt cardiaque quand ils étaient noyés et ils allaient directement en réanimation chirurgicale pour une pause d'ECMO en attendant de devenir normotherme et voir s'ils avaient récupéré une activité cardiaque. Mais si c'était la noyade avec un arrêt cardiaque qui était récupéré initialement ou pas d'arrêt cardiaque, ils allaient en réamed. Et donc on avait regardé, puis un de mes camarades, chef de clinique qui est maintenant à la Pitié, qui est Nicolas Weiss, était parti sur son petit scooter et avait prélevé de l'eau de Seine. Et donc on s'était retrouvé parce qu'on s'était retrouvé avec des pneumopathies quand même avec des profils de Pseudomonas, par exemple, multirésistants et donc, ce qu'on avait regardé, nous, dans les pnéumopathies qu'on avait fait, bon, de l'aéromonas, du pseudomonas, du coli, de l'entérobactère, tout ça. Ça, c'est les pnéumopathies des patients à l'admission. Et en fait, on avait fait une collection d'eau de Seine un petit peu et on avait trouvé que franchement des bactéries qui étaient, avec des profils de résistance qui étaient assez particuliers. C'est pour ça qu'après ce papier-là, on avait décidé de mettre de la tazocine à tout le monde initialement. Le travail, qui a été fait, par d'autres retrouve aussi un profil de bactériologie, assez particulier par moment, avec toujours de l'aéromonas, mais aussi du pseudomonas. Un truc qui est très marrant, c'est que vous avez par moment, soit vous avez de la bactérie qui est liée à l'eau, inhalée, soit alors vous avez de la bactérie qui est liée à, une altération d'état conscience slash arrêt cardiaque et vous retrouvez avec la même écologie que les patients qui font de ce qu'on appelle les pnéumopathies acquises sous ventilation mécanique précoce des arrêts cardiaques qui sont diagnostiqués entre la 48e et le 5e jour, qui sont les pnéumopathies à pneumocoque, à Staph doré ou à hémophilus. Donc c'est des choses comme ça. Honnêtement, moi je vous conseille de mettre plutôt une céphalosporine de 3e génération, voire de la tazo, si vous avez, au moins une connaissance de la bactériologie qui peut y avoir. Dernière notion, après donc, l'arrêt cardiaque, le fait comment dire, que ce soit une pathologie circonstancielle et la pnéumopathie, c'est, d'où on tombe. Quel est le mécanisme? Et en fait, il y a pas mal de patients qui doivent être considérés, ça dépend si vous travaillerez dans les réanimations polyvalentes ou pas, c'est qu'il y a pas mal de noyés qui sont des noyés qui sont en fait des traumatisés. Il y a plein de sports qui sont, à risque de noyade. Ça, c'est sûr. Quand vous faites il y a le bateau, il y a bien évidemment, mais il y a des patients qui sautent dans des piscines qui sont pas assez profondes et tout. Donc voilà, il y a plein de sports qui sont, à risque de noyade et qui peuvent aussi engendrer des traumatismes.
Et ça, c'est une revue, qui avait été faite, enfin un article qui avait repris tous les patients qui s'étaient jetés, du Golden Gate Bridge, à San Francisco. Donc c'est très haut, hein, je crois, c'est je sais pas combien de dizaines et de dizaines de mètres. Mais en fait, dans les patients, vous vous rendez compte et il y a un score qui s'appelle l'ISS qui est le Injury Severity Score, où je vous ai mis le rappel dans le tableau là et vous vous rendez compte que finalement ces patients ont quand même de multiples lésions et meurt, de ces lésions-là quand le traumatisme est à très, très haute cinétique. Donc vous avez pas mal de noyés, c'est comme ça. Donc il n'a pas besoin d'aller dans la baie de San Francisco pour faire ça. Nous, c'est ce qu'on avait un deuxième travail qu'on avait fait, pour les noyés, dans la Seine, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se suicident et donc qui sautent, d'un pont de la Seine. Ce qui paraît pas très, très haut, mais il y en a quand même qui se font beaucoup de lésions et donc on avait repris 14 patients comme ça, on avait regardé avec des examens cliniques qui étaient a priori normaux, pas tous, mais a priori normaux, sauf quelques-uns qui avaient de l'emphysème sous-cutané ou qui avaient de vrais traumatismes faciaux. Et donc, on a retrouvé toute une liste de lésions qui étaient assez importantes, dont une patiente qui était là. On a le scanner de son rachis, une patiente qui s'est noyée, qui s'était jetée du pont Neuf, qui avait fait un SDRA, séance de DV, et qui, à l'époque, c'était exceptionnel et qui, au moment donc elle a été extubée, on a mis au fauteuil et lorsqu'on l'a mis au fauteuil, une grande douleur, lombaire et un tableau de paraplégie brutale et une fois qu'on a fait l'imagerie, on avait retrouvé finalement une atteinte du rachis qu'on n'avait absolument pas suspecté. Un autre qui a sauté d'un pont, c'est pas très haut, hein, les ponts de la Seine, qui avait une dissection de la sous-clavière et un autre patient qui avait de l'emphysème musculaire et d'une plaie de trachée. Donc voilà. Donc certains patients doivent être considérés, il faut faire très attention. Il y a certains patients, qu'il faut prendre en charge comme des patients polytraumatisés. Dernier travail que je voulais vous montrer sur la différence entre l'eau de mer et l'eau douce, c'est que, indépendamment des modifications biologiques que vous pouvez avoir, c'est que en fonction de l'endroit où vous habitez et nous, par exemple, en Bretagne, on s'est rendu compte que les noyés en eau douce étaient des patients qui étaient soit complètement pris de boissons, soit alors c'était des vraies tentatives de suicide, à la différence de patients qui avaient des noyades, dans l'eau de mer qui étaient beaucoup plus récréatifs et donc là-dessus, il y avait un vrai facteur pronostic parce que généralement, quand vous noyez dans un étang ou en eau douce, alors que vous habitez au bord de la mer, par exemple, il y a une intention suicidaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de témoin. Les manœuvres de réanimation sont entreprises beaucoup plus tard et c'est pas le même profil de malade. Donc en fait, faut regarder un petit peu quel est le un votre bien évidemment l'endroit où vous habitez, mais 2 les circonstances, survenues, de cette noyade. Et quand on comparait la freshwater à saltwater, on se rendait compte que finalement c'était des patients plus graves parce qu'il y avait toute cette, ce contexte de suicide qui était là. Donc pour résumer, la noyade, c'est plus pour vous interne et étudiant en troisième cycle, plein d'avenir. C'est d'insuffisance respiratoire aiguë, c'est du SDRA. Attention au tableau de pneumopathie bactérienne, attention au traumatisme. Il y a l'hypothermie qui peut être un peu particulière par moment. Bien se rendre compte que parfois il y a des mécanismes d'intoxication associés, hein, alcool et autres médicaments. Et ce qui fait pronostic réellement, c'est l'arrêt cardiaque. Le côté prévention de la noyade, j'en parle très peu parce que c'est plus de la population pédiatrique, mais voilà. Toujours, hein, le contexte, est-ce qu'il y a eu un arrêt cardiaque? Est-ce qu'il y a des lésions traumatiques? La ventilation, l'infection, le SDRA et l'évaluation neurologique. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Jean-Marc, tu nous entends? Ouais, Ouais. Merci beaucoup, c'était super topo. Alors j'ai raté un petit moment parce que j'avais des problèmes de connexion, du coup je suis parti ailleurs pour me reconnecter. Je sais pas, tu as parlé de la VNI, tout ça, ou enfin ouais. Mmh. de la presse de l'œdème pulmonaire, oui, c'est ça, hein. En fait, si tu veux, il y a, il y a une lettre dans l'European Respiratory Journal qui a été publiée il y a 2 ans, qui est la fin du travail donc de mon ancien chef de clinique qui s'appelle Florian Résine, qui est vraiment un type très très bien, mais on arrivait quand même à finalement du saucissonnage un petit peu de données pour une étude qui n'était pas faite pour ça vraiment, qui montre que finalement on peut faire que l'oxygénothérapie au débit, c'est peut-être pas mal. En tout cas, c'est pas moins bien. C'est-à-dire que vraiment, moi, je pense que le message que vous lui portez aux internes, le message, c'est cette insuffisance respiratoire aiguë a quelques particularités, mais pas suffisamment pour que vous changiez vos protocoles de prise en charge des insuffisances respiratoires aiguës. Vous avez, vous, dans chaque, il y a des critères formels d'intubation et de ventilation mécanique, on est parfaitement d'accord. Mais il y a certains qui ont plus ou moins d'appétence pour faire de l'oxygénothérapie au débit ou de la ventilation non invasive ou des choses comme ça. Donc, il faut rester sur des techniques qu'on a l'habitude de maîtriser. En tout cas, il n'y a pas de particularité chez le noyé qui nécessite de faire une vraie révolution. Nous, on les intube,
où on leur met de l'oxygène masque. Et puis voilà, il n'y a pas d'indication. Je pense, on n'a pas testé nous vraiment la ventilation non invasive chez le noyé. On l'a pas fait nous. Voilà. Et de toute façon, en tout cas d'expérience, les patients, nous, on est quand même assez loin de toute façon de la mer ou du fleuve. Donc d'expérience, les patients sont d'abord pris en charge par le SAMU, les pompiers et tout. Mais généralement, on voit un petit peu comment ils évoluent. On ne jette pas sur eux. Mais quelqu'un qui a la ventilation spontanée sous oxygène, bon, il peut être intubé dans les 24 heures si jamais ça se dégrade, mais c'est des critères qui sont très faciles à avoir. Ok, très bien. Damien, tu n'avais pas de questions sur le sujet ou de Il a commentaires? mis 67 mètres. Merci beaucoup, Jean-Damien. Oui, donc 67 mètres de la hauteur du Golden Gate. J'avais une question sur l'antibiothérapie, c'était intéressant. Vous les prélevez quand même systématiquement pour Toujours. pouvoir procéder, du coup? Ouais, bien sûr. Oui, oui. On les Ok. prélève toujours. À partir du moment où ils sont intubés, ventilés, on les prélève toujours. S'ils sont pas intubés, ben, on fait de l'exploration non invasive, hein, c'est-à-dire qu'on leur demande de cracher avec la kiné et tout ça. Mais vraiment, la chose qui est importante, je pense que la radio de thorax, et honnêtement, je pense que la radio de thorax est peu interprétable ou pas interprétable dans les noyades. On s'est fait avoir, hein, nous. Je trouve, moi, j'invite à la plus grande prudence. Je ne suis pas pour mettre des antibiotiques à tout le monde, encore une fois. En revanche, s'ils sont intubés, il faut les prélever. Et puis, vous voyez en fonction de ce que vous obtenez pour poursuivre ou pas l'antibiothérapie. Mais je conseille, en tout cas, pour ceux qui ont clairement inhalé de l'eau de mer ou de l'eau douce, de mettre une antibiothérapie. Ok. Et on a une question sur le chat, je ne sais pas si tu peux la voir, Jean-Marc. Ah oui, Sinon, alors. Y a-t-il des données sur la durée de la RCP avant l'arrêt? Il y a probablement, il y a des données, hein, plus la durée de RCP est longue, moins c'est bon. C'est comme n'importe quel arrêt cardiaque, hein, ça c'est sûr, hein, ça c'est la première chose. attends, À je moins que ce t'arrête. soit, Je pense c'est que question d'avance, hein. Ouais. c'est Thomas Elder, la dernière. Ah, Il Thomas, il y a un risque de lésion pulmonaire secondaire dans les noyés, dans les piscines comme en mer, point d'interrogation. Ou pas de sel, pas de lésion, point d'interrogation. Surveillance particulière, si pas de détresse respiratoire, point d'interrogation. je pense que honnêtement, alors Thomas, je vais pas vous dire qu'il n'y a pas de surveillance. Moi, on les surveille nous de toute façon tout à fait pareil. Dans la piscine, alors je sais pas, hein, je sais pas comment est votre piscine, mais il y a plein de piscines clairement avec un peu de toxiques ou de choses comme ça qui sont pas clairement toxiques. Comme l'eau de mer ou de choses comme ça, mais moi j'invite les gens pour toute noyade avec insuffisance respiratoire aiguë, de toute façon, même si ça rentre dans l'ordre très rapidement, de les garder au moins de 24 heures pour surveillance. Ça, c'est sûr. Très bien. Écoute, il n'y a pas de questions supplémentaires. On te remercie beaucoup, Jean-Marc.